Bonjour, je suis Ilona Metianen et je suis chercheuse invitée au Centre Arctique de l'Université de Laponie en Finlande. Je vais vous parler des points de vue de l'Arctique sur la gouvernance des approches de modification du climat. D'abord, qu'est-ce que la gouvernance? Le GIEC définit la gouvernance comme une gamme complète de moyens pour décider, gérer, mettre en œuvre et contrôler les politiques et les mesures. Cela se fait à de nombreuses échelles géographiques, du local au mondial. C'est pourquoi le concept de gouvernance à plusieurs niveaux est souvent utilisé pour le changement climatique. Les gouvernements, la communauté scientifique, les médias, les entreprises, la société civile, les ONG et autres participent à la gouvernance. Les outils de la gouvernance comprennent les règles, les règlements et les lois et la coopération internationale, mais aussi les instruments du marché, les incitations, le financement et le soutien, ainsi que les lignes directrices et les codes de conduite et même des normes non écrites. L'Arctique, comme région, peut être défini de nombreuses façons et en fonction des définitions, il abrite entre 4 et 5 millions d'habitants, ce qui représente une fraction de la population mondiale. Environ 10 à 20% de la population arctique est autochtone. Les images de l'Arctique comprennent les ours polaires, les banquises et les glaciers. Et bien que ce soit des images importantes du changement climatique, l'Arctique est aussi, comme je le disais, un habitat. Il peut également jouer un rôle particulier en termes de techniques de modification du climat. Et comme l'Arctique se réchauffe 2 ou 3 fois plus vite que la moyenne mondiale, les effets des changements climatiques seront d'abord visibles dans l'Arctique. Mais ce qui se passe dans l'Arctique aura également une influence sur ce qui se passe au niveau planétaire. Et de nombreux points de bascule sont situés dans l'Arctique et par exemple la fonte de la calotte glaciaire du Groenland entraînerait une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres. Alors, comment les gouvernements abordent-ils la question de la modification du climat? Il y a plusieurs instruments et cadres de gouvernance pertinents. Voici une liste. Ils ont déjà été traités plus en détail dans d'autres webinaires et je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. La modification du rayonnement solaire a également été abordée par les conférenciers précédents, mais les questions de gouvernance liées à la modification du rayonnement solaire devraient idéalement faire l'objet d'un consensus mondial, du moins en ce qui concerne l'injection d'aérosols dans la stratosphère, la SAI. Les questions donc, de ce sujet comprennent la quantité de refroidissement nécessaire, qui devrait décider du déploiement et également le choix des différentes conceptions. Les interventions ciblées sur l'Arctique ont été décrites par les conférenciers précédents. Certains auteurs considèrent que ces interventions seraient plus faciles à gérer que la SAI, en partie parce qu'elles peuvent avoir lieu à un niveau relativement local. Et il serait donc possible de décider sur la simple base d'une législation nationale ou seulement par une réunion de quelques pays qui agissent ensemble. Lorsque l'on parle de la voie de l'Arctique sur les approches de modification du climat, le Conseil de l'Arctique est très important. Il a été créé en 1996 et il trouve ses origines dans la stratégie de protection environnementale de l'Arctique de 1991 qui s'appelle également le processus Rovaniemi. Il compte 8 États arctiques comme membres permanents et 6 participants permanents, principalement des peuples autochtones de l'Arctique, mais il compte aussi un grand groupe d'observateurs, y compris des États non arctiques, et c'est actuellement l'Islande qui assure la présidence du Conseil de l'Arctique. L'Arctique a été une région de paix et de stabilité et le Conseil de l'Arctique a été un forum important pour les discussions internationales entre ces différents États membres. Et les changements climatiques ont joué un rôle crucial dans les travaux du Conseil de l'Arctique. Il joue également un rôle important en apportant des informations sur les changements environnementaux qui se produisent dans l'Arctique. Et vous avez donc ici une liste de quelques rapports récents sur les changements survenus dans la neige, l'eau, la banquise, la glace, le permafrost dans l'Arctique. Et vous avez 3 rapports régionaux de différentes parties de l'Arctique sur les options d'adaptation. Dans des publications récentes, il a été suggéré que le Conseil de l'Arctique pourrait jouer un rôle dans la définition et la représentation de la voie de l'Arctique sur les approches de modification du climat. Toutefois, il n'a pas encore de position et de rôle dans la gouvernance des interventions climatiques jusqu'à présent. Par ailleurs, le nombre d'acteurs intéressés par l'Arctique ne cesse d'augmenter et ceci vise le cercle intérieur de l'Arctique, de sorte que davantage de pays veulent y participer.
Et vous avez ici quelques articles. Selon Cori, les pays de l'Arctique doivent non seulement se réveiller face aux défis qui accompagnent la perspective de la géo-ingénierie, mais aussi reconnaître qu'ils ont une responsabilité particulière dans la réalisation de cette étude. Podolsky et Hunt ont écrit que le Conseil de l'Arctique devrait servir d'évaluation sur le forum politique, puisqu'il est composé des acteurs qui ont intérêt en premier lieu dans les activités de l'Arctique, y compris les pays circumpolaires de l'Arctique et les communautés indigènes. Il est important d'orienter la recherche sur les approches de modification du climat par différents codes de conduite. Anna-Maria Hubert présente le code de conduite pour la recherche et les approches de modification du climat dans un article récent. La gouvernance de la recherche sur les approches de modification du climat peut se faire par des méthodes internes ou externes. Parmi les méthodes internes, citons l'éthique de la recherche, les codes de conduite et différentes méthodologies. Et parmi les méthodes externes, on trouve par exemple les questions qui sont liées au financement. Comme l'écrit Anna-Maria Hubert, la recherche sur les approches de modification du climat est nécessaire parce que des informations sur l'efficacité, les risques et les avantages des mesures de géo-ingénierie peuvent être nécessaires à l'avenir pour aider à une prise de décision plus éclairée. Donc, voici quelques exemples des questions soulevées dans le code de conduite. En voici deux. Premièrement, un moratoire sur l'utilisation d'approches de modification du climat jusqu'à ce qu'il y ait une base scientifique adéquate pour justifier de telles activités et une prise en compte appropriée des effets sur l'environnement. Par ailleurs, les approches de modification du climat ne peuvent être encouragées comme une alternative à l'atténuation ou à l'adaptation. Il y a également des directives éthiques pour la recherche, en particulier dans l'article. Par exemple, les principes pour la conduite de la recherche dans l'article par l'IARPC de 2018 donnent 5 principes. Être responsable, établir une communication efficace, respecter les cultures et les connaissances autochtones, établir et maintenir des relations et poursuivre une gestion responsable de l'environnement. Il y a eu un autre ensemble de principes et de lignes directrices récemment mis à jour par l'Association internationale des spécialistes des sciences sociales de l'Arctique. C'est une liste très complète de 11 points dont je ne vais mentionner que 2. Tout d'abord, les chercheurs doivent consulter les autorités régionales, locales ou autochtones compétentes concernant les recherches prévues sur leur territoire. Et enfin, le point numéro 11, la recherche doit être bénéfique pour les communautés locales et leurs décideurs politiques grâce à un partage approprié des connaissances. Par ailleurs, certains pays exigent des autorisations de recherche avant de mener des recherches dans leur région et au Groenland, par exemple, il est essentiel que cette recherche soit également bénéfique pour les Groenlandais. La recherche peut aussi contribuer à la gouvernance de façon importante. Par exemple, des connaissances sur l'impact des différentes interventions sur le climat, des techniques et des conceptions différentes sont nécessaires pour une participation réelle à la gouvernance. On ne peut pas vraiment prendre des décisions ou débattre de questions que l'on ne connaît pas. Et par exemple, le projet Decimals donne aux pays en développement les moyens d'agir en apportant des connaissances sur l'impact de la gestion du rayonnement solaire dans ces pays. Il y a également des études sur les communautés de l'Arctique et leur point de vue sur les approches de modification du climat, par exemple en Alaska ou en Laponie finlandaise. Ces études ont révélé qu'il existe des soucis quant à la contrôlabilité des approches de modification du climat, ainsi que des préoccupations éthiques quant à la répartition des avantages et des inconvénients entre l'Arctique et éventuellement d'autres pays qui pourraient en souffrir. Et la production conjointe de connaissances avec les communautés locales peut également informer les communautés scientifiques sur des questions de recherche importantes qui n'auraient pas été identifiées autrement. Dans l'ensemble, la recherche sur les technologies de modification du climat et l'intégration du point de vue de des communautés sont importantes, car comme l'ont dit Gupta et Muller, les évaluations faisant autorité constituent elles-mêmes une source de gouvernance de facto et partagent donc le contexte des types de gouvernance de par la loi. Je vous laisse là quelques références et je vous remercie pour votre attention.